Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à notre série des balados Le vert et l'envers. Comme vous le savez, ces balados portent sur un sujet un peu plus polarisé avec des invités qui ont des points de vue divergents ou convergents, si ça peut arriver. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Marie-Claude Bellemare du cabinet Davies et Monsieur Jean Barry, qui est professeur associé au département des sciences juridiques de l'UQAM. Merci beaucoup à tous les deux d'accepter de participer à ce balado du vert et l'envers. Alors aujourd'hui, le sujet portera sur l'accès à l'information des secrets commerciaux et industriels prévus à la loi sur la qualité de l'environnement. Nous en parlerons parce que dans le cadre de la modernisation de la loi sur la qualité de l'environnement, il y a une disposition qui a été introduite, qui est l'article 23.1, qui oblige le demandeur d'une autorisation de soumettre un certain renseignement, mais s'il s'agit de ce renseignement de secrets commerciaux ou industriels, il doit invoquer ces secrets industriels et commerciaux, justifier pourquoi ces renseignements ne devraient pas avoir un caractère public. Et si le ministre n'est pas d'accord, il donne un préavis au demandeur. Et puis, si jamais le ministre décide qu'il n'est pas d'accord, bien, ces secrets industriels et commerciaux ou ces renseignements peuvent être publiés éventuellement sur le registre. Alors, sans plus tarder, je commence avec M. Barry, où je vous demanderais, vous avez participé, milité beaucoup pour l'accès à l'information environnementale. Pourquoi cet enjeu est si important pour vous? Bien, je pense que comme citoyens, citoyennes, on est tous chaque jour concernés par différentes problématiques environnementales, que ce soit au niveau international, national, local, même à des choix collectifs, mais des choix individuels, notre consommation, nos façons de se transporter. Et pour prendre les meilleures décisions, qu'elles soient collectives ou individuelles, dans tous les domaines, il faut absolument avoir le maximum d'informations possible. Et quand il y a un déséquilibre entre les différents intervenants, parce que certains ont des informations et d'autres ne l'ont pas, bien souvent, ça fausse un peu la qualité de la délibération publique et ça fait naître un peu la théorie du complot qu'on peut voir plus chez nos voisins du Sud, mais qui n'est jamais bonne et qui existe aussi au Québec. Donc, ça, c'est de façon générale, puis de façon plus juridique. Le juriste en moi, il y a plein de principes du développement durable, de principes juridiques de développement durable qui nécessitent l'accès à l'information. Pensons à celui de la prévention, par exemple, précaution, capacité de support, le respect de la capacité de support des écosystèmes. Il faut connaître un peu la situation de nos écosystèmes. Les recours judiciaires, par exemple, l'article 19.1 de la loi sur la qualité de l'environnement permet depuis plus de 40 ans à n'importe qui de prendre une injonction pour faire respecter les conditions d'autorisation des projets. Si on ne connaît pas les conditions d'autorisation, ce qui a été le cas pendant 4 décennies, c'est un recours dans les airs. Il ne peut pas s'appliquer. On ne sait pas qu'est-ce qui avait été autorisé. On ne peut pas prendre un recours pour les faire respecter. Donc, c'est pour ça que de façon générale, l'accès à l'information environnementale m'apparaît très important, mais je tiens tout de suite à spécifier que si la question des secrets industriels et commerciaux, pour la majorité des groupes de citoyens, des groupes environnementaux, ça ne pose pas un problème, malgré qu'on n'a pas de définition dans notre loi de ce que c'est. Ce qui posait un problème et qui le pose, c'est les renseignements de nature industrielle, commerciale, technique et scientifique là, de la loi sur l'accès. Ça, c'est beaucoup plus large que une définition là, des secrets industriels et commerciaux, des renseignements protégés par brevet, etc. À mon avis, il n'y a pas de problème là. Je ne pense pas qu'on ait besoin pour protéger l'environnement de savoir ça. Mon opinion. Très bien. Et Maître Bellemare, en quoi pensez-vous que la protection des secrets industriels et commerciaux est importante pour les entreprises? Bien, je pense que c'est important, je dirais, à 3 niveaux, si je peux résumer, là, évidemment. Le premier niveau, c'est que, bon, on parlait tout à l'heure de développement durable, bien, pour qu'il y ait développement durable, il faut aussi qu'il y ait un certain niveau de développement. On le doit, oui, la protection de l'environnement aux générations futures, mais on doit aussi leur permettre de s'épanouir et de cheminer à cet égard-là. Puis évidemment, quand on investit beaucoup comme entreprise dans le développement, tout ce qui est procédés, technologies, équipements, donc et même des technologies vertes, il y a beaucoup de temps, d'efforts
qui est mis à cet égard-là. Donc, cette protection des informations, oui, secrets commerciaux industriels, mais aussi certaines informations de nature financière, technique et scientifique sont au cœur de ce développement-là. Fait que ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a aussi en lien avec ça, c'est aussi tout l'aspect concurrence. Donc, on a évidemment notre réalité ici, mais de plus en plus, on chemine en fait au niveau économique sur la planète. Donc, dès qu'on a des renseignements sensibles de cette nature-là qui se retrouvent de façon publique, bien évidemment, ça met à risque les entreprises, les investissements en termes de réflexion, d'apprentissage, de cheminement, mais économique aussi. Deuxième élément, c'est que typiquement dans les demandes d'autorisation, il n'y a pas juste des informations sur l'entreprise elle-même. Il y a de l'information aussi parfois sur des fournisseurs de l'entreprise. On peut penser, par exemple, tout ce qui est les équipements à cet égard-là. Bon, oui, il y a des équipements qui peuvent être fabriqués de façon spécifique, mais je me retrouve aussi dans une situation où j'expose des tiers relativement à eux-mêmes du développement qu'ils ont fait. Fait qu'il y a par ailleurs cet élément-là. Le troisième élément, c'est qu'il y a toute une question de sécurité. À cet égard-là, on va revenir sur l'aspect plus, j'imagine un peu plus tard, sur l'aspect web ou autre, en termes de comment l'information est partagée. Mais il faut aussi s'assurer que les lieux industriels et commerciaux ne deviennent pas des cibles faciles en termes de vandalisme ou d'attaque en matière de sécurité, en ouvrant complètement les livres à cet égard-là. Donc, en résumé, là, je dirais que ce seraient les trois principaux éléments. Merci beaucoup. Et là, je me retourne vers vous, M. Barry, à nouveau, parce que vous avez publié en 2018, dans les développements récents de droit de l'environnement, un article intitulé « L'accès à l'information, principale avancée procédurale de la récente modernisation de la loi sur la qualité de l'environnement ». À quelles avancées référez-vous? Je fais remarquer qu'il y avait un point d'interrogation au bout de ce titre-là. À quelle avancée faites-vous référence? Parce que malheureusement, je dois dire que 3 ans et demi après l'adoption du projet de loi 102, 2 ans et demi après son entrée en vigueur, je suis obligé d'admettre que ma réponse serait beaucoup plus négative qu'au moment où j'ai écrit cet article-là. Négative? Négative. Dans le sens que j'ai dit, c'était une question, c'était la principale avancée procédurale au niveau de l'accès à l'information, participation publique, les droits des citoyens, accès à la justice. Mais il faut reconnaître que la principale nouveauté qui avait été mise de l'avant dans le livre avant en 2015, un registre public qui donnait accès directement aux documents. Là, il y a 16 items dans l'article 118.5, dont les conditions, les demandes d'autorisation, les projets autorisés avec les documents, les analyses qui les soutiennent, qui ont servi au ministère à l'autoriser. Cet article-là n'est toujours pas en vigueur. C'est le seul article du projet de loi 102 qui n'a pas été mis en vigueur et parce que c'est prévu par la loi que seul un décret du gouvernement fera que cet article-là sera en vigueur. Aucun gouvernement ne l'a toujours mis en vigueur et à ma connaissance, il y a plusieurs questions qui ont été posées par l'opposition officielle là-dessus. Il n'y a pas de date prévue. Je ne sais pas si le CPQ est mieux placé, mais on ne voit pas venir ce qui apparaissait comme la grande avancée, si on veut, la principale avancée en matière d'accès, plutôt que de passer par des demandes d'accès à l'information qui, des fois, durent, si on s'en va devant la commission, peuvent durer des années. Comme beaucoup de nos voisins, puis qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on clique et puis on a accès au format PDF de la demande d'autorisation, les documents qui sont mentionnés au registre. Donc, à l'époque, c'était la principale avancée. Il y avait des avancées au niveau que les municipalités recevaient les documents dès le départ, là, toute demande d'autorisation. Il y avait la création, ça s'est fait, d'un registre d'évaluation environnementale, je pense qu'on va y revenir, qui était réclamé depuis presque 4 décennies aussi, parce qu'il faut se rappeler que les mécanismes d'accès à l'information dans la loi, dans la LQE, dataient de 40 ans. Là. Il avait été adopté en 1982 et en 1978 et il était resté inchangé. Donc, on avait besoin d'une réforme. Je pensais qu'on avait fait quelques pas en avant, mais l'absence de mise en vigueur de 118.5 m'apparaît un gros écueil dans mon pronostic initial. Donc, 118.5 pour le bénéfice des auditeurs, c'est le registre qui contient plusieurs renseignements, documents auxquels toute personne va pouvoir accéder seulement, comme vous dites, en cliquant. Les demandes d'autorisation qui sont transmises aux municipalités, ça, c'est déjà le cas. Puis, oui. Bon, mais sauf que le 118.5, comme vous dites, n'est pas en vigueur. Oui,
Donc, Hélène, peut-être pour le bénéfice des auditeurs, parce que s'ils vont voir dans la loi, ils vont voir aujourd'hui un 118.5. Donc, évidemment, le 118.5 dont on parle, c'est le 118.5 qu'il faut retourner voir dans la loi 102, qui n'a pas encore été incorporé dans la loi. Là, donc, juste pour me permettre un petit aparté pour mise en contexte. Non, mais c'est vrai, parce qu'à l'heure actuelle, 118.5 qui existe, et c'est ça qui était critiqué, un citoyen, n'importe qui peut s'apercevoir c'est un plumitif, là, telle date, il y a eu une demande d'autorisation en vertu de tel article de la LQE, et on voit une date si le projet est autorisé. Mais ça ne nous dit rien d'autre. Si on veut avoir accès aux autorisations, si on veut avoir accès aux documents qui entourent cette autorisation-là, il faut faire une demande d'accès avec les délais qui s'en suivent. En ce moment. Mais en ce moment. Le jour où la disposition va entrer en vigueur, ça sera accessible sur un site Internet. Exactement. Par le registre du ministère. Oui. Donc, Maître Bellemare, les demandes d'autorisation peuvent être consultées en ce moment au moyen d'une demande d'accès à l'information, c'est ce qu'on vient de dire. Puis, avec la modernisation du régime, les demandes seront toutes publiées dans le registre tenu par le MLCC, comme on vient de le dire. Donc, les demandeurs d'autorisation auront tout de même la possibilité d'identifier lesquels renseignements ils estiment être des secrets industriels ou commerciaux. Quels sont les risques, selon vous, de faire poser ce fardeau, finalement, là, sur les entreprises? Je dois avouer que 23.1, là, qui est un peu le cœur, là, justement, de cette identification-là, me soulève, à tout le moins personnellement, beaucoup d'interrogations dans ce qui va être sa mise en œuvre. Là, j'en parle dans le futur, dans le sens que toute chose étant égale sur l'échelle de la loi sur la qualité de l'environnement, on est dans un univers récent, là, si on se réfère par opposition à 1972. Et je vais donner quelques exemples. En fait, ma première inquiétude est liée au fait que malgré tout le dévouement, la bonne foi dont le ministère de l'Environnement et leurs employés peuvent faire puis qui sont dédiés à la tâche, j'ai un questionnement sur la possibilité pour eux de venir qualifier et prendre une décision sur ce que c'est un secret commercial industriel. Parce qu'il n'y a pas de définition. C'est ça. Si on met les choses en contexte, une entreprise dépose sa demande d'autorisation, elle doit pour l'instant prendre un autre formulaire et identifier dans ce formulaire chacune des sections de la demande d'accès à l'information ou des parties de section ou de type d'information qui serait a priori un secret industriel et commercial en donnant la justification, et tout ça fait partie du dossier qui s'en va au ministère de l'Environnement. Donc, évidemment, je peux avoir personnellement une certaine expertise au niveau juridique, mais je ne suis pas nécessairement sûre que j'ai une expertise en ingénierie ou autre, et d'être capable d'avoir ce recul-là, de venir dire, ben oui, c'est industriel ou commercial, puis oui, c'est correct que ce soit protégé. Donc, j'ai une inquiétude à cet égard-là en termes de la formation qui va être donnée, comment tout ça va fonctionner. Le futur va nous le dire. L'autre élément pour faire le lien avec le parallèle en disant, ben on remet le dossier à la ville, bien, ça veut dire que je remets ma demande. Ce que la loi exige en ce moment, c'est de remettre la demande à la ville. Donc, inclure mon formulaire qui indique que c'est secret commercial industriel. Donc, même questionnement. Le ministère, en ce moment, on sait qu'il travaille fort à mettre en place le régime de 118.5, mais quelle formation va être donnée entre le ministère de l'Environnement et la ville à cet égard-là pour une gestion uniforme de l'information? Fait que ça aussi, c'est un questionnement que j'ai, parce qu'on a en ce moment la perspective que j'ai ou la perception que j'ai, c'est que la formation sur la loi 102 est très orientée au sein du ministère de l'Environnement, mais non nécessairement les effets à l'externe. L'autre élément qu'on a, parce qu'on parlait tantôt de procédure longue à la Commission d'accès à l'information, je ne suis pas sûre qu'on a un gain de part et d'autre, que ce soit les entreprises ou comme citoyens. Puis j'explique pourquoi. La journée où le ministère de l'Environnement prend une position puis se dit non, on n'est pas d'accord, la décision devient exécutoire dans 15 jours. Pas d'accord pour dire que c'est un secret. Un secret commercial industriel, merci. Donc, le recours qui me reste, c'est d'aller en révision judiciaire devant la Cour supérieure. Donc, en termes de délai, de coûts qui vont en résulter de part et d'autre, je ne suis pas sûre qu'il y a un gain. OK? Donc, en fait, j'anticipe que ça va être. Donc, ça, c'est un questionnement, un autre questionnement que j'ai dans cette dynamique-là. L'autre chose aussi dans la procédure en lien avec 23.1, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que la décision du ministère de l'Environnement va être prise, à savoir est-ce qu'on est d'accord ou non sur l'aspect commercial, l'aspect secret commercial industriel. Parce que la loi me demande de déposer ma demande et on dit, à un moment donné, le ministère va prendre une décision. Donc, comment tout ça va se gérer
dans l'éventualité où, par exemple, demain, M. Barry, par exemple, fait une demande d'accès à l'information, mais il n'y a pas encore eu de décision de prix à cet égard-là. Comment tout ça va interagir un avec l'autre? Beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes. Même chose, si la demande n'est pas faite au ministère de l'Environnement, mais à la municipalité. Alors que le ministère n'a pas encore pris position à savoir est-ce qu'on est d'accord ou pas sur le formulaire, sur la reconnaissance de ces éléments-là. Comment va jouer cette dynamique-là entre les deux ministères? Je comprends que la municipalité peut décider de dire elle s'en remet au ministère de l'Environnement, mais ce n'est pas nécessairement mandatoire, c'est l'Édavi qui a assez d'informations. Donc, tout ça pour dire que tout ça est nouveau. Évidemment, la voie, le temps va nous apprendre de part et d'autre, comme citoyens, comme entreprise ou comme fonctionnaires. Mais il y a beaucoup, de mon point de vue, d'incertitudes sur la mise en œuvre et sur les impacts qui vont en résulter. Très bien. Je vais juste préciser pour le bénéfice des auditeurs que le projet de loi 102, c'est la loi qui a modernisé le régime d'autorisation. Donc, quand vous entendez parler de le projet de loi 102, c'est ce que ça veut dire. Cette loi a été adoptée. 23.1, on en a parlé, puis l'article 118, 118.5, on en a parlé aussi. Puis, dans le monde municipal, effectivement, une municipalité pourrait décider de prendre une décision qui serait pas nécessairement celle du ministère, puis ça va être incompatible. Alors là, je vais vous donner la parole, M. Barry, pour savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet article 23.1 qui parle des secrets commerciaux et industriels? Ben, moi, je partage beaucoup d'inquiétudes parce que qui ont été exposées par Maître Bellemare, parce que c'est un compromis. 23.1, c'est un compromis, à mon avis, un peu bancal, de dernière minute, parce qu'il faut se rappeler qu'au moment où l'étude du projet de loi article par article en commission parlementaire, le projet de loi avait d'abord été modifié pour répondre à certaines ententes, entre autres celle du CPEQ, qui demandait qu'on ajoute à l'intérieur du registre public les restrictions des articles 23 et 24 de la loi sur l'accès à l'information, qui portent, on l'a mentionné un peu tantôt, pas seulement sur les secrets industriels et commerciaux, mais sur tous les renseignements de nature industrielle, scientifique, technique, commerciale et financière. Et dans tous mes cours de droit de l'environnement, je mets au défi mes étudiants de me trouver une information de nature environnementale qui ne fait pas partie de ces 5 catégories. Je n'ai pas encore eu un étudiant qui me l'a apporté, ou une étudiante. Donc, c'est à ce moment-là, au débat en commission parlementaire, donc là, il y a eu des pressions. J'ai été à la tête d'un mouvement avec le Centre québécois de l'environnement. On a fait signer plein de personnes. Et là, on a trouvé le ministre Hortel, à l'époque, est arrivé avec un compromis qui est 23.1, de dire, oui, effectivement, on veut respecter les secrets industriels et commerciaux, et je suis d'accord avec ça. L'idée de protéger les renseignements industriels et commerciaux, je n'ai pas de problème. Malheureusement, dans notre loi, on n'a pas de définition. Par exemple, en Europe, la Convention d'Aarhus a une définition de secret industriel et ça lie 47 pays européens. Nous, on n'en a pas. D'accord? Qu'est-ce qui va être considéré par le ministère de l'Environnement comme un secret par les fonctionnaires? Et à cet égard, le CQDA a fait une demande d'accès à l'information récemment et pour connaître un peu les documents qui étaient pour entourer les directives envoyées aux fonctionnaires pour comment vous allez interpréter 23.1. Parce que comment vous allez faire pour déterminer que ça, c'est un secret industriel, ça nous préoccupe au même point que les entreprises. On a refusé notre demande d'accès en nous disant que c'est une opinion juridique protégée par le secret professionnel, la charte, etc. Et donc, on a déposé un recours en révision devant la Commission d'accès à l'information. Donc, on s'en reparlera dans 2 ans, ce qui est absolument absurde. S'il y a des directives données aux fonctionnaires, en droit administratif, les directives sont publiques. Ça ne peut pas être une opinion juridique, ce n'est pas un cas précis, c'est pour comment on interprète généralement un article qui est nouveau et qui, de toute évidence, la balado le prouve, suscite plusieurs interrogations et légitimes de toutes les parties, là. Il y a un autre élément, si je peux me permettre aussi, puis on le voit dernièrement, là, c'est toute la sécurité informatique qui va être en place avec justement le registre informatique et le dépôt des informations en amont. On le voit, le ministère de la Justice a été victime d'une tentative d'hameçonnage. Il y a des renseignements personnels et des renseignements qui ont été visés. Donc, on peut se questionner. On le voit que c'est un débat, c'est un défi gouvernemental en ce moment d'avoir les capacités informatiques
pour le faire. Puis on sait qu'on s'en va vers des dépôts électroniques de toutes ces informations-là, incluant les secrets commerciaux industriels. Donc, il y a aussi certaines interrogations là, à cet égard-là. Mais Bellemare, est-ce qu'il y a d'autres renseignements que les secrets industriels et commerciaux qui ne devraient pas être rendus publics selon vous? Bien, conceptuellement, je veux dire, je comprends le questionnement de dire comme citoyen, je veux comprendre ce qui se passe. OK? Donc, mais la question ici, c'est, je pense qu'il faut faire la différence entre l'impact en fait en l'environnement et ce qui se passe si je peux utiliser l'image à l'intérieur de l'usine. Ou comment, en fait, cet impact-là, s'il est causé, comment est-il causé? Parce qu'évidemment, tantôt, on parlait du droit à la qualité de l'environnement. En fait, le recours pour protéger le droit à la qualité de l'environnement en vertu 19.1, c'est pas juste une question d'autorisation, c'est une question à la base qui était liée à l'article 20, qui était le cœur, en fait, de la prohibition d'émettre un contaminant dans l'environnement au-delà, en certaines conditions. Donc, évidemment, ce qu'on voit en ce moment dans le RAFI, c'est qu'après, je vais ouvrir une parenthèse, le règlement qui a été publié en septembre pour la mise en œuvre du régime d'autorisation. Donc, son nom, le règlement encadrant les activités en fonction de leur impact sur l'environnement, que je vais me permettre d'utiliser RAFI pour le restant de la discussion. L'acronyme. Que tout va devenir public. Okay? À l'exception des secrets commerciaux, puis à l'exception de certains documents qu'ils ont identifiés. Je n'en ferai pas la liste au complet, mais on peut penser ici au plan de prévention et de mesures d'urgence, au protocole d'expérimentation, puis la déclaration d'antécédents, qui est essentiellement de l'information personnelle sur les administrateurs et dirigeants. Par contre, quand on regarde les autres informations qui sont demandées, tout le détail de l'activité de l'usine, toute la mise en œuvre du projet, dans la mesure où le ministère n'est pas d'accord et qu'on a un débat à savoir est-ce que mon échéancier de mise en œuvre pour construire une usine, par exemple, est un secret commercial industriel, bien, oui, il y a des risques, puis oui, c'est de l'information qui devrait être a priori protégée. Parce que je peux, à partir du moment où l'information devient publique, elle n'est pas publique pour une personne, elle est publique pour tous. Donc, je peux être un concurrent qui obtient cette information-là et je viens de me sauver des frais d'ingénierie et détaillés et autres pour pouvoir reproduire. Donc, je donne ça comme exemple en termes d'échéancier de construction ou de planification du projet, toutes les composantes, en fait, à l'intérieur de l'usine. Puis, sincèrement, je ne crois pas que c'est des informations qui sont nécessairement au cœur de venir déterminer une conformité ou d'impact sur l'environnement. Est-ce que, M. Barry, vous voulez réagir à ça avant que je passe à la prochaine question? Bien, il y a tellement, maintenant, on vient de diminuer de 1500, à peu près 30% le nombre d'autorisations ministérielles qui vont être exigées. Je pense que la question des usines, des plans des usines, je n'ai pas de statistiques comme ça, là, mais il n'y a pas tant d'usines que ça qui sont approuvées. Tu sais, je parle, par exemple, des projets de route. Je vois difficilement, parce que c'est beaucoup ça, des infrastructures, même qui sont menés par l'État. Là. Souvent, les grands projets, c'est mené par l'État, des projets de route, des projets de ponts, d'infrastructures, etc., hydroélectriques. J'avoue que j'ai un peu je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un ingénieur, moi non plus, de voir des secrets industriels. Par exemple, je vais citer l'exemple, genre, un parc éolien. Je suis certain que dans les turbines, il y a des secrets industriels. Mais pour les citoyens, pour les groupes environnementaux que je connais, le secret industriel dans la turbine, c'est pas important. Puis, à mon avis, je ne sais pas, le ministère, je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de secret industriel. Ce qu'ils doivent savoir, c'est l'emplacement, le bruit, les effets sur le paysage, les routes, etc. Là, bon, c'est ça qui fait débat. Le secret industriel, j'en ai, à mon avis, encore là, c'est mon avis, mais moi, j'en ai pas besoin. Puis je comprends tout à fait les gens qui ont investi, qui ont des brevets, puis qui ne veulent pas nécessairement que tout ça sorte et que soit développé publiquement par le biais d'un registre. Même si je doute que les Chinois se servent du registre de 118.5 pour obtenir notre technologie, mais ça, c'est un pas à part. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais là, il n'y en a pas, ils ne peuvent pas le faire. Pour revenir sur le nombre d'usines, il faut comprendre qu'il y a beaucoup, tu sais, quand on parle de demande d'autorisation, il y a des demandes de modification. Donc, il y a beaucoup d'usines quand même. Tu sais, l'aspect manufacturier est quand même très présent là, au Québec à cet égard-là. Là, malheureusement, il y a peut-être eu un exode à certains égards, mais il y a cet élément-là aussi qu'il faut prendre. Puis, je peux dire que pour travailler beaucoup avec les entreprises, mais il y en a plus
qu'on pense. C'est sûr que les déclarations de conformité, donc si on peut faire un rappel, là, essentiellement maintenant, on a différents types d'autorisation gouvernementale, ministérielle, projet qui pourrait fonctionner sous une déclaration de projet qui est essentiellement une dénonciation technique au ministère que certaines activités vont se réaliser et les exemptions. Déclaration de conformité. Déclarations de conformité vont évidemment devenir aussi, sont par ailleurs publiques par ailleurs aussi. Puis il y a quand même un certain nombre certains des formulaires restent à voir encore, mais quand on regarde le type de conditions dans lesquelles les déclarations de conformité vont s'appliquer dans certains cas, on peut s'attendre à ce qu'il va y avoir quand même un certain niveau d'information technique à cet égard-là. Ma prochaine question pour vous deux, maintenant, j'aimerais ça vous entendre tous les deux, c'est les avantages et les inconvénients des mécanismes habituels d'accès à l'information dans le domaine de l'environnement. Monsieur Barry? Bien, le désavantage le plus grand, c'était pour ça l'idée d'un registre qui rend l'accès, ce qu'on appelle dans le jargon les mécanismes de divulgation active. Là. Donc, c'est le gouvernement, c'est les ministères qui mettent certains renseignements identifiés dans une loi ou un règlement automatiquement à la disposition du public. Versus les mécanismes passifs où là, le gouvernement attend les demandes et puis ça peut, s'il ne vient pas de demande, il ne donne pas l'information. Donc, à l'heure actuelle, il faut peut-être rappeler à vos auditeurs que jusqu'à il y a peu, le ministère de l'Environnement recevait quand même en moyenne 12 000 demandes d'accès à l'information par année. C'est énorme. 1000 demandes par mois, ça montre qu'il y a une demande pour de l'accès à l'information, mais c'est les délais qui sont épouvantables et la discrétion, c'est difficile à comprendre. Peut-être une chose qui a été à l'époque, la question des gaz de schiste, il y a eu plein de demandes d'accès à l'information pour connaître les produits utilisés lors de la fracturation hydraulique, dans les 19 fracturations qu'il y a eu au Québec. À l'époque, on nous a tous dit, ça a été refusé, c'était des secrets industriels, commerciaux, etc. Et 10 ans plus tard, les entreprises dévoilent tout ça là, parce que les gens se sont rendus compte au niveau international, les entreprises au Québec ont été un peu plus frileuses là-dessus, mais il y a des registres qui rentrent parce qu'ils se sont rendus compte que si on veut éviter des controverses, s'ils voient que c'est de l'eau de javel en vérité qu'on met mélangée avec du sable, il n'y a peut-être pas à faire une guerre atomique. Donc, moi, je pense que c'est ça le principal désavantage, c'est les délais. Quand on est un citoyen, je parle des juristes, ça peut être différent, mais pour les citoyens et les groupes environnementaux avec qui je travaille, il arrive un problème, il y a un projet dans une municipalité, c'est pas 2 ans ou 3 ans plus tard qu'il faut avoir l'information. Il faut l'avoir assez rapidement pour participer au débat public, faire des pressions sur le conseil municipal, etc. La question des délais est fondamentale sur l'accès à l'information. Merci. Mais Delmar. Puis je ne peux qu'être sensible là, à l'aspect des délais, là, tant au niveau des demandes auprès du ministère que d'ensuite qui en découle. Là. Même chose quand on fait des vérifications diligentes dans le contexte de transactions, même avec le consentement de la partie adverse, on a certains défis au niveau des délais. Par contre, je pense qu'un des éléments qu'on a perdu de tout ça, c'est, ça revient un peu à ce que je parlais tantôt de la formation, c'est l'aspect du débat contradictoire, si je peux dire, en termes de discussion devant un forum qui possède une connaissance dans ce domaine-là cumulée au fil des années. Donc, évidemment, maintenant, on remet ça entre les mains d'un fonctionnaire qui va prendre une décision face à un dossier en particulier, par opposition à une expérience accumulée, de pouvoir avoir des preuves d'experts, de venir dire oui, ça c'est vraiment confidentiel, oui, c'est vraiment un secret et autres. Donc, c'est sûr que cet élément-là de débat contradictoire, il est disparu. D'une part, pour ultimement se retrouver devant les tribunaux judiciaires là, par opposition à un tribunal administratif. Donc, la voie procédurale, par ailleurs, ne s'est pas, tant qu'à moi, simplifiée. Puis ça ne va pas nécessairement... Je pense qu'il y a une partie de ces débats-là qui vont demeurer, mais le fait de les régler, on va avoir le même défi au niveau du temps, puis on va avoir peut-être encore plus de coûts qui vont y être associés. Merci tous les deux. Puis une autre question que j'adresse à vous deux. C'est le droit d'accès à l'information qui est prévu à l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement est limité aux renseignements portant sur les rejets de contaminants dans l'environnement. Est-ce que c'est suffisant selon vous, M. Barry? Non. Mais il faut encore là, c'est ça qui est compliqué probablement pour les auditeurs. 118.4 existait depuis 1978 et
il y avait une disposition qui disait que les renseignements, les rejets susceptibles de... Et ça avait fait des débats, c'est allé devant les tribunaux parce que ce qui avait été finalement retenu comme interprétation, c'est que quand, au moment de déposer une demande d'autorisation, une entreprise dit « Je prévois rejeter telle quantité à tel moment ou telle façon de contaminants au sens de la loi », ces documents-là n'étaient pas accessibles parce que ce n'étaient pas des rejets, c'était seulement des prévisions de rejet. À mon avis, ça va totalement à l'encontre du principe de prévention, un principe cardinal en droit de l'environnement puis en développement durable, parce que tu ne peux savoir qu'une fois les rejets, que la contamination effectuée, que oui, il y a maintenant une contamination, tu ne peux pas le prévoir. La nouvelle mouture de 118.4 confirme ça. C'est des rejets. 118.4, je ne peux qu'obtenir des renseignements sur les rejets avérés. Par contre, avec notre fameux 118.5, le registre public, il y avait une contrepartie parce qu'effectivement, dans 118.5 pas en vigueur, on dit très bien que dans la demande d'autorisation, qui va être rendue publique sur le registre un jour, et dans l'autorisation, ça va être indiqué les rejets éventuels au moment de l'autorisation. Ça va être indiqué que les rejets, ça consistera à tel type de produit, de telle façon, etc. Donc, au moins, si on avait 118.5, pour les articles qui sont soumis, pour les projets qui sont soumis, ça ne s'applique qu'aux autorisations ministérielles de l'article 22, mais au moins pour ces projets-là, le principe de prévention pourra s'appliquer parce qu'il y aura toujours manière pour les groupes environnementaux, les groupes de citoyens, de connaître d'avance la contamination autorisée avant qu'elle ait eu lieu effectivement. Par le biais de la demande d'autorisation. Par le biais du registre de 118.5 non en vigueur qui rendrait public ces documents-là. Pour le moment, ils ne le sont pas, à moins de faire une demande d'accès avec tous les délais, etc. Donc, 118.4, il y a des bonnes choses dans cet article-là, mais il faut qu'il soit lu en conjonction avec un article qui n'est pas en vigueur pour donner des résultats intéressants pour les groupes environnementaux et les groupes de citoyens. Donc, d'où l'importance d'une mise en vigueur assez rapide de 118.5. Très bien, merci, Mme Bellemare. Bien, je pense qu'il faut peut-être rappeler aux éditeurs que 118.4 a quand même évolué parce qu'avant, on avait notre fameuse, je vais dire, boîte de dire les contaminants présents dans l'environnement. On est venu quand même étayer par un certain nombre d'autres paragraphes. Là, on pense par exemple aux études de caractérisation, aux analyses de risque, etc. Donc, je pense que quand on regarde ça globalement, il y a quand même un grand bout qui a été fait à cet égard-là. Okay? Donc, conceptuellement, gardant en tête les enjeux dont on a soulevé tantôt face au registre de 118.5 puis l'impact pour les entreprises, je pense qu'il faut quand même reconnaître ce progrès-là. Le questionnement, puis si je peux me permettre, je vais l'amener à peut-être un autre niveau, en fait, puis je me pose moi-même comme la question comme citoyen par ailleurs, c'est on pose beaucoup sur le droit à l'environnement, mais on a peu de débats ou de réflexion publique sur la responsabilité qui est liée à ce droit à l'information environnementale, surtout à l'ère des médias sociaux. Parce qu'une fois que l'information est là, qu'elle est publique, j'ai malheureusement pu constater dans mon expérience que des fois, on prend des bouts d'études, puis là, on fait un grand bout de ça, alors que c'est des études complexes qu'il faut qu'ils soient regardées dans leur globalité. Fait que, autant que je suis sensible aux demandes en termes d'accès, de pouvoir avoir un regard d'un point de vue prévention, ce que j'aimerais voir, le corollaire de ça, c'est cet élément-là de responsabilité dans la gestion de l'information environnementale qui est rendue publique pour s'assurer que le dialogue en soit un complet et cohérent par opposition sur des bouts d'information. Merci. M. Barry, rien à ajouter avant que je passe à la prochaine question? Bien, je vais répondre par la prochaine question. Ma prochaine question, c'est le régime d'autorisation qui a fait l'objet d'une modernisation, on le sait, avec le projet de loi 102, a permis la mise en place d'un registre sur les évaluations environnementales. Là, mes deux questions que je vous adresse, est-ce que ce registre permet un accès raisonnable du public à l'information environnementale? Est-ce qu'il permet de protéger les renseignements sensibles des entreprises? Je commence. Encore là, c'était une avancée du projet de l'adoption parce que c'était réclamé, ça existait au fédéral, un registre des évaluations environnementales depuis longtemps. Donc ça, c'est une avancée. On a mis rapidement sur pied ce registre-là.
qui permet effectivement d'accéder, sans besoin de faire une demande d'accès à l'information, à un certain nombre de documents. Présentement, je suis dans une controverse là, parce que je conseille des groupes environnementaux qui m'appellent pour avoir des informations, la fameuse affaire GNL Québec, GNL Saguenay, parce que lors des audiences du BAP, il y a eu plein de demandes, de questions que le BAP a transférées à l'entreprise, de demandes d'analyse supplémentaires, etc., et qui demandent des réponses là, dans les semaines ou les mois qui suivent, en théorie. Il y a plusieurs citoyens, groupes environnementaux qui ont participé activement à ces audiences-là, qui veulent savoir si ces réponses-là, ces études supplémentaires demandées par le BAP, est-ce que je vais les retrouver sur le registre d'évaluation environnementale? La réponse, c'est non. Et le ministère nous a bien répondu que c'était non. On les retrouverait, mais après le décret d'autorisation. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un trou. À partir de l'information est disponible avec ce registre-là, dès le dépôt d'une demande d'autorisation en vertu des articles 31.1 et suivants, là, les projets soumis à la procédure d'évaluation environnementale, jusqu'au rapport du BAP, à peu près tout est public puis mis avec diligence, comme le dit la loi, sur le registre d'évaluation. Ça va. Mais on sait très bien, tous ici, qu'entre le rapport du BAP et le décret d'autorisation, il se passe plein de choses, plein d'échanges, de questions avec les ministères. L'analyse technique du ministère de l'Environnement est élaborée. Il y a des réponses à faire suite au rapport du BAP. Et ça va être public, mais une fois le projet autorisé. Donc, on peut dire que c'est peut-être raisonnable, mais on s'aperçoit à la pratique, c'est une nouvelle loi d'une certaine façon, de nouvelles dispositions. Mais là, il y a un manque et puis le ministère considère que lui va divulguer ça seulement après l'autorisation. Et sur la question des renseignements sensibles, est-ce que vous trouvez que ça les protège pour les entreprises? Bien, là, on vient de changer de terminologie, les renseignements sensibles. Moi, je pense que sensible, là, on pourrait se parler de d'autres débats avec les étudiants dans les cours de droit ou de n'importe quoi qui sont sensibles à certains arguments. Moi, je pense que les secrets industriels et commerciaux, je vais répéter cette affaire-là, je suis d'accord et généralement, les groupes environnementaux, groupes de citoyens, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. On manque au Québec d'une définition de c'est quoi un secret industriel et commercial. Et je rappellerai aussi que dans les restrictions de la loi sur l'accès qui sont inchangées, l'article 23-24, il demeure là, pour l'ensemble des autres ministères, il demeure pour les municipalités. Ça, ça a été adopté dans les débuts des années 80, reprenant les restrictions américaines de la fin des années 60, bien avant le développement durable, parce qu'on a parlé beaucoup de développement durable, mais le développement durable, c'est une conciliation théorique entre les intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Les articles 23 et 24 donnent toujours un droit de veto aux intérêts des entreprises, aux intérêts commerciaux, économiques. Il n'y a aucun intérêt public, le ministère n'a rien à dire, personne n'a rien à dire. L'entreprise dit que c'est ça, c'est ça. Ça, à mon avis, dans les législations modernes, teintées par le développement durable, on a mis, par exemple, des critères. On peut protéger les renseignements industriels et commerciaux, mais il peut y avoir une question d'intérêt public qui peut permettre à une autorité gouvernementale de, malgré tout, rendre public. Au moment où on disait que les liquides de fracturation hydraulique étaient des secrets industriels ou commerciaux, si on avait eu une question d'intérêt public, qu'on avait un débat au Québec incroyable, peut-être que le ministère a dit, bien, on va le rendre public sans attendre 3 ans que les entreprises elles-mêmes le fassent. Donc, c'est dans ce sens-là. Moi, je pense que le registre d'évaluation environnementale, je ne sais pas, Maître Bellemare, moi, je ne vois pas l'enjeu majeur là-dedans. Je pense qu'il y a effectivement il y a un enjeu sur 23.1. Ça, c'est clair. On est tous un peu dans l'expectative. Merci. Puis juste pour le bénéfice des auditeurs encore, 23-24 auquel vous référiez tantôt, c'est pas la loi sur la qualité de l'environnement, bien sûr. Hein? C'est une autre loi sur l'accès à l'information, la protection des renseignements personnels. Donc, Maître Bellemare, qu'est-ce que vous pensez, vous, du registre des évaluations environnementales? Puis est-ce que aussi sur la question de l'accès raisonnable du public à l'information, puis aussi sur la question des renseignements sensibles pour les entreprises? Je vais commencer par le dernier bout, en fait, pour pouvoir continuer sur la réponse là, de M. Barry. En fait, je pense que là où ça se complexifie, puis écoutez, c'est peut-être les juristes en nous qui vont avoir du plaisir pour le futur, mais c'est la multiplicité des concepts.
En vertu du régime, par exemple, méridional, du régime d'évaluation d'examen des impacts dans le Sud, on peut retirer, on peut protéger les renseignements liés aux procédés industriels. Donc, pour les autorisations ministérielles, on a le concept de secrets commerciaux et industriels. Pour les projets d'impact plus importants qui sont assujettis à la procédure d'évaluation d'examen des impacts, on a maintenant le concept de procédés industriels. Puis là, évidemment, le reste en fait de la planète gouvernementale, on a nos articles 23 et 24. Donc, et encore là, dans 23 et 24, c'est secret industriel et ou les renseignements de nature technique et autres, pas secret commercial et industriel. De la loi sur l'accès à l'information. Fait qu'on se retrouve avec autant de concepts pour gérer des renseignements similaires. Comment tout ça va être interprété puis mis en œuvre soulève beaucoup de questionnements. Puis évidemment, l'inconnu, des fois, face à l'inconnu peut soulever aussi des inquiétudes. Fait que ça, c'est le premier élément là, pour faire le pont. Quand on regarde ce qu'il y a au registre, il y a beaucoup de ces informations-là qui, dans le régime qu'on connaissait avant la loi 102, donc la loi sur la qualité de l'environnement telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui se retrouvaient publiques dans le cadre des audiences publiques, en fait, sur le BAP. Là où il peut avoir où il y a eu des différences, c'est que cette information-là, en principe, devient communiquée plus tôt dans la démarche, de façon diligente au fur et à mesure. Donc, conceptuellement, je pense que comme entreprise, on était déjà habitué à ce que ces informations-là seraient à tout le moins publiques. Mais évidemment, l'inconnu ici, ça va être l'interaction entre les différentes dispositions au sein même de la loi sur la qualité de l'environnement et avec les lois hautes, telles la loi sur l'accès à l'information. L'autre chose, pour peut-être faire le pont, puis sans vouloir prendre la défense du ministère de l'Environnement, notre régime d'autorisation en termes d'études d'impact, la façon dont il a été monté, c'est qu'ultimement, il y a une décision politique qui est prise par le gouvernement quand il décide d'émettre ou pas le décret. Donc, autant que j'entends, je suis à l'écoute de ce que vous me dites, autant que je peux comprendre que les discussions qu'il peut y avoir à l'interne entre le rapport du BAP et la décision ultime, qu'il y a un processus qui doit se faire de réflexion complète au sein de la machine gouvernementale, puis ultimement, ça va être rendu public. Donc, les gens vont quand même néanmoins pouvoir intervenir via les autres mécanismes de révision. Fait qu'il ne faut peut-être pas perdre de vue le système législatif, là, le régime qu'on a avec son fonctionnement. Là. Parce qu'en bout de ligne, l'idée derrière tout ça, c'est que le gouvernement, quand il émet son décret, il va être redevable publiquement, mais il va être redevable aussi aux prochaines élections. Aussi. C'était très, très intéressant de vous entendre tous les deux. Pour le bénéfice des auditeurs, M. Barry est un avocat à la retraite. Donc, c'est un juriste, vous l'avez remarqué. Mais c'est M. Barry, mais c'est Maître Barry qu'on le connaît sous le nom de Maître Barry aussi. Donc, Maître Bellemare, M. Barry, Maître Barry, si on veut dire, je vous remercie beaucoup pour ce débat très intéressant et très instructif. Et je suis certaine que beaucoup de nos auditeurs ont appris beaucoup sur cette question de la protection des renseignements, des secrets industriels, secrets commerciaux, sur l'accès à l'information environnementale sur les registres. Et je pense qu'on aura sûrement encore d'autres balados à organiser à ce sujet lorsque les politiques publiques vont évoluer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, puis bravo pour votre initiative de débat contradictoire civilisé. On en a besoin dans la situation actuelle. Je suis d'accord. Je pense que la clé au niveau environnemental, c'est la communication de part et d'autre. Exactement. Et malheureusement, on voit l'environnement comme étant blanc ou noir, alors que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Puis si on peut cheminer dans ce sens-là, je pense que tout le monde va y gagner. En effet. Merci donc beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.